OK, bon, Pascal Beaupré, je travaille aux statistiques sociales et autochtones, bien que je travaille beaucoup plus du côté des statistiques sociales, mais on est tous sur le même étage. Je viens aujourd'hui pour vous parler d'un projet sur lequel on travaille et qu'on aimerait qu'il voit le jour très bientôt, sur le couplage rétrospectif des données fiscales. Vous vous en attendez, hein, on en a parlé tout le matin, avec l'enquête sociale générale de 2011. D'abord, qu'est-ce que l'enquête sociale générale? C'est pas juste une enquête, mais bien un programme au complet d'enquête. Donc, il y a sûrement des gens ici qui ont déjà eu l'occasion de travailler avec une enquête sociale générale. Il y a plusieurs thématiques, mais il y en a eu beaucoup d'autres à travers le temps. Il y en a qui partent, qui reviennent. Mais celles qui sont plus actuelles ou qui sont des habitués, il y a les dons, bénévolat, participation, qui est une nouvelle enquête, mais qui va revoir un autre cycle bientôt. Désolée, je vais dire le mot cycle parce qu'à l'enquête sociale générale, on utilise cette terminologie-là, mais ça ne pas confondre avec les enquêtes longitudinales. Ce sont vraiment des enquêtes transversales à l'enquête sociale générale. Il y a l'emploi du temps, la famille, qui est celle dont je vais parler un peu plus aujourd'hui, identité sociale, soins donnés, soins reçus, victimisation, et j'en passe. Les deux gros objectifs de l'enquête sociale générale, c'est essentiellement de recueillir des données sur des tendances sociales de façon à pouvoir suivre l'évolution à travers le temps, parce qu'il faut se dire, les enquêtes sociales générales sont répétées, la même thématique, à peu près aux 5 ans, des fois 6 ans. Donc, c'est un échantillon différent, mais il y a moyen de comparer les mêmes questions. Le deuxième objectif, c'est de fournir des renseignements immédiats sur des questions de politique sociale précises qui suscitent ou qui susciteront l'intérêt. Autrement dit, comme la plupart des enquêtes, on a un contenu qui est répété ou central, et à ça, on ajoute ou on enlève des besoins qui sont soit plus d'intérêt du moment ou qu'ils étaient au moment. Donc, on change un peu le contenu. Un peu qu'on m'a expliqué ce matin, pour ceux qui étaient là, désolé ceux qui n'étaient pas là, ça se passe à travers des consultations où on parle à des gens, des ministères, des chercheurs, toutes sortes de gens pour savoir c'est quoi les besoins qu'on a en termes de famille. Je dirais que le plus gros défi pour cette enquête-là, qui est famille, c'est de vraiment expliquer aux gens qu'il s'agit des trajectoires, parce que c'est une enquête rétrospective. On demande aux gens lequel des événements qu'ils ont vécu et quand ils l'ont vécu. Donc, la famille, ça peut être un peu n'importe quoi quand on s'y attarde, dans le fond. Mais ici, le focus, c'est vraiment sur les transitions familiales. Les détails de l'enquête de 2011, l'enquête sur la famille. D'abord, la taille visée, c'est de 25 000 répondants, ce qui n'est pas le cas pour l'enquête de 2017 qui est en cours, qui est plus 20 000. On vise essentiellement des ménages privés dans les 10 provinces canadiennes. Il y a des enquêtes sociales générales qui vont faire des entrevues dans le Nord, mais ce n'est pas le cas de celles sur les familles. C'est également des entrevues téléphoniques assistées par ordinateur, donc pas de composante électronique pour 2011 ni pour 2017 d'ailleurs. Donc, c'est un intervieweur qui fait l'entrevue avec le répondant. C'est la méthode par composition aléatoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec Statistique Canada, mais c'est en 2011. Et je vais revenir sur ce point-là plus tard parce que c'était un peu un défi dans le cas du couplage à cause que c'est la méthode par composition aléatoire. La durée des entrevues était d'environ 45 minutes. Je dis environ parce que ça dépend vraiment de la situation familiale de chacun. Une personne qui n'a pas d'enfant, pas d'union, qui habite avec des colocs, peut passer à travers l'enquête en 5-10 minutes versus une personne qui a une séparation, des enfants en garde partagée, qui utilise des services de garde. Ça peut être un peu plus que peut-être 50-55 minutes, tout dépend de la situation et de la patience. Le taux de réponse en 2011 était d'environ 66 %. C'est vraiment un taux de réponse qu'on flatte des yeux parce que ça va être bien difficile d'atteindre ça de nos jours, là. En 6 ans, ça a vraiment beaucoup changé déjà. Et je dirais que l'enquête de 2011, c'est la 5e depuis le début du programme de l'enquête sociale générale. Le programme a commencé en 85, mais la première enquête sur la famille dans le programme était en 90, suivie après 95, 2001, 2006, 2011 et 2017 qui est actuellement en collecte. Je vais préciser qu'il y a aussi le G0, si on veut, qui a eu lieu en 1984, qui a aussi été fait par Statistique Canada, mais qui ne fait pas partie officiellement de l'EG, mais c'est possible d'accéder à ces données-là aussi. Je vais détailler un peu le contenu de l'ESG de 2011, mais je vais y aller brièvement puisque Céline va aller plus en détail tantôt. En gros, j'ai regroupé ça en 4 thématiques. La première étant les familles en mutation. Comme j'ai dit un peu tantôt, c'est une enquête transversale, mais qui peut aussi être regardée
de façon longitudinale. Donc, il y a des statistiques descriptives qu'on peut faire pour 2011, mais on peut aussi regarder à travers le temps ou encore comparer avec les cycles précédents. Donc, la première grande catégorie, j'ai mis famille en mutation, où on peut regarder les constellations des familles, la transition à l'âge adulte, les ruptures d'union, remise en union, et la conciliation travail-famille. Je suis contente, je l'ai vu. D'habitude, je dis famille-travail parce que pour moi, la famille, c'est plus important. Là. Il y a les dynamiques familiales ensuite. Donc, c'est les partages des tâches domestiques entre les couples. On peut regarder à travers tout le ménage, mais dans le cas de l'ESG, c'est surtout dans les couples qui habitent ensemble. La tenue des comptes, même chose. On veut savoir, par exemple, si c'est différent selon l'âge, selon le type d'union, etc. Se marier versus continuer à vivre en union libre. On pose des questions à savoir, pour ceux qui ont décidé de se marier, quelles sont les raisons. Ça peut sembler un peu étonnant de se faire poser une question aussi évidente, mais ça fonctionne quand même bien. Mais c'est surtout en comparaison aux gens en union libre. Qu'est-ce qui fait que les gens restent en union libre? Puis qu'est-ce qui fait qu'ils décident d'aller un peu plus loin et se marier? Et les fameux couples lattes, les couples qui vivent chacun chez soi, c'est aussi une très grande tendance. Et puis, à ce niveau-là, l'enquête sociale générale couvre très bien le sujet à comparer d'autres pays ou enquêtes comparables, dont la Gender Generation Survey. Expérience parentale, bon, c'est tout le fait d'avoir des enfants, être en couple, avoir des enfants en couple ou en dehors d'une union, les congés de maternité, congés parentaux, comment ils sont partagés, est-ce que les répondants en ont pris, comment longtemps sont-ils revenus, le recours à des services de garde, est-ce qu'ils en ont recours, oui ou non, pendant combien de temps, pour quel enfant, parce qu'on fait le tour de vraiment chacun des enfants du répondant quand les enfants sont plus jeunes. Là. Et pour les répondants qui n'ont pas d'enfants, est-ce qu'ils ont l'intention d'en avoir? Et ceux qui en ont, est-ce qu'ils en veulent d'autres? Enfin, l'expérience post-parentale, autrement dit, être grand-parent. On cherche à savoir c'est quoi être grand-parent de nos jours. Quand on a commencé être grand-parent, est-ce qu'on participe, par exemple, à la dynamique familiale? Parce que de plus en plus, on voit des grands-parents servir de service de garde, finalement. Là. Et puis, on a ajouté des questions sur est-ce que les répondants ont beaucoup de contact avec leurs parents, grands-parents? S'ajoute aussi à ça toutes les caractéristiques sociodémographiques de la personne, mais aussi du conjoint actuel. Couplé, c'est un terme que je ne trippe pas dessus, mais c'est le terme officiel de Statistique Canada, qui est couplage de données. Donc, si on regarde l'enquête sociale générale de 2001, on se rend compte que les trajectoires familiales sont assez riches. On a de l'information sur la nature, le calendrier des événements. Mais pour ce qui est du revenu, on a le revenu de l'année précédant l'enquête. Donc, on peut regarder le revenu comme variable transversale, mais on n'est pas vraiment utile dans le sens qu'on veut regarder quel était le revenu quand on s'est marié, quand on a eu notre premier enfant, etc. Puis de toute façon, on ne pourrait pas vraiment demander ça. Donc, en 75, c'était quoi votre revenu? C'est un peu difficile. Là. Aussi, c'est une variable qui est très déjà de nature délicate. Il ne faut pas trop exagérer. D'un autre côté, on a parlé un peu ce matin de la DAL, la Banque de données administratives longitudinales. Donc, pour cette base de données-là, oui, on a des revenus d'une perspective longitudinale, mais pour ce qui est des variables sociodémographiques et des familles, c'est un petit peu plus limité. On a ça sur une base annuelle, donc le 31 décembre. Donc, un peu comme on discutait, on sait par exemple qu'il y a eu un changement, mais on ne sait pas la date exacte. On sait que ça a eu lieu dans l'année. Donc, il n'y a pas de base de données parfaite finalement pour observer les conditions socio-économiques des répondants. Donc, on s'est dit, pourquoi pas coupler les données ensemble? Regarder les données de l'ESG, ajouter les données fiscales et finalement rendre ça possible. Donc, c'est l'idée qu'on a eue. On n'a pas fini, par exemple, mais on s'en vient. Quels sont les avantages de coupler des bases de données comme ça? Bien, le premier, j'ai mis réduction des coûts de collecte, ce qui est plus ou moins un avantage pour l'ESG de 2011. Parce que coupler des données, c'est relativement récent à l'enquête sociale générale. On le fait depuis 2013 avec l'enquête sur le don, bénévolat, participation. Mais on fait juste coupler l'année précédente à l'enquête. Au lieu de le demander, on va le coupler. Donc, ça représente une réduction de coûts parce qu'on ne pose pas la question, mais aussi, on ne passe pas du temps à traiter les données qui, de toute façon, sont manquantes ou c'est des estimations. Donc, pour 2017, on va faire un couplage de l'année précédente, mais pour 2011, on va faire le couplage jusqu'à 1982. Donc, un réel avantage du couplage avec les données de 2011, c'est l'allègement du fardeau de réponse des Canadiens, dans le sens qu'on ne pose pas la question sur le revenu.
Donc, c'est des questions en moins. Parce que dans le fond, on demande quelle est votre estimation du revenu de l'année passée. Puis quelqu'un qui dit « je ne le sais réellement pas », ce n'est pas une réponse manquante, c'est vraiment que la personne ne le sait pas. Donc, on y va par catégorie. Était-ce plus que 5 000 ou moins que 5 000? Puis tranquillement, on se rend moins que 20 000, plus que 20 000, puis on se rend jusqu'à temps qu'on arrive à une catégorie où le répondant est à peu près dans une bonne estimation. C'est encore une estimation d'une estimation. Fait que quand on va simplement chercher l'information, on évite de poser toutes ces questions-là. Et enfin, amélioration de la qualité des données, parce qu'évidemment, si on me pose la question, c'était quoi mon revenu l'année passée? Qu'est-ce que j'ai inclus, qu'est-ce que je n'ai pas inclus, ce n'est pas toujours clair, puis ce n'est pas la même chose d'un répondant à l'autre. Versus quand on va chercher directement des données de l'Agence du revenu du Canada, on est sûr qu'on a à peu près, finalement pas à peu près, on a la même affaire pour tous les répondants. On inclut les investissements, les intérêts de sources canadiennes. On a tout pareil pour tous les répondants. Aussi, il faut dire que la question sur le revenu, c'est une question que les Canadiens n'aiment pas vraiment répondre, il faut se dire. C'est délicat. Puis, juste pour vous donner un exemple, j'ai travaillé un peu sur l'enquête sur la santé des communautés canadiennes. Et puis, je pense que c'était plus facile d'avoir une information sur l'orientation sexuelle que sur le revenu. Ça donne une idée de la société qu'on est. Et en plus, cette question-là est directement à la fin, juste avant qu'on raccroche. Fait qu'on sent que les intervieweurs commencent à sentir la soupe chaude, ils parlent plus vite. Donc, tout ça qui fait en sorte que le taux de réponse, des fois, ce n'est pas à notre avantage quand on pose la question. Donc, quand on va le chercher, bien, on risque d'avoir une meilleure qualité. On a toute la même chose, puis on a encore plus d'informations que si on l'avait demandé directement. Et enfin, c'est un meilleur potentiel analytique en comblant les lacunes de la base de données en ajoutant des données fiscales du passé. Ça nous permet d'analyser beaucoup plus de sujets ou encore compléter des sujets qu'on avait déjà commencé, mais qu'on avait laissé ça un peu de côté en se disant « c'est pas possible ». Mais de toute façon, Céline va y aller en détail tantôt pour ce qui est des bonnes idées de recherche. Vous allez être inspirés, là. Donc, comment on fait pour coupler? Mais d'abord, il faut trouver le numéro d'assurance sociale. Donc, à l'ESG, un peu comme j'ai mentionné, l'enquête de 2011, c'est une enquête par composition aléatoire, alors que maintenant, on travaille plus avec le registre des adresses, ce qui veut dire qu'on a des variables préétablies qui nous permettent de trouver beaucoup plus facilement le numéro d'assurance sociale. Mais avec la vieille méthode, on s'est dit, on n'a rien à perdre, on va tenter. Donc, ici, à l'écran, c'est les 6 variables ou les 6 critères, si on veut, de base qu'on a tenté d'utiliser pour essayer de trouver le numéro d'assurance sociale de chacun des répondants. Donc, prénom, nom, sexe, date ou année de naissance. On est un peu flexible sur une des deux. Code postal et numéro de téléphone. Encore une fois, pour code postal, numéro de téléphone, on était assez flexible, un ou l'autre, ça faisait notre affaire. Et à partir de là, on tentait de trouver le numéro d'assurance sociale d'un répondant. Pour le couplage, on va faire un peu comme tout le monde, le T1FF, pour tenter de trouver les données fiscales de 1982 jusqu'à 2013. C'est un petit bonus parce que dans le fond, l'enquête finissait en 2013, donc ça nous donne 2 petites années de plus pour voir comment ça s'est passé. Est-ce que ça va être utile? Je ne suis pas certaine, mais ce n'est pas grave. Ça nous donne le plaisir de regarder comment ça s'est passé après l'enquête, même si on n'aura pas les détails sur des transitions. Et comme on a l'opportunité de travailler avec l'enquête de la Bédine, qui elle est une habituée de coupler les données de la T1FF, ils nous ont dit, ben pourquoi pas ajouter les variables de l'immigration? On s'est dit, pourquoi pas? À ce point-ci, c'est encore un projet pilote. On n'est pas certain que ça va être très, très utile ou pas utile, mais on a décidé de les inclure pour l'instant, juste pour voir ce que ça va donner. Si c'est utile, ben pourquoi pas les garder à la fin au fichier. Puis si on voit qu'il y a vraiment des lacunes, on ne voit pas l'intérêt, peut-être qu'on va décider de les enlever. Donc, je vais aller rapidement, étant donné qu'on a déjà passé ça en revue avec les présentations du matin. Donc, le T1FF, c'est les revenus d'emploi, tels que c'est sur nos feuillets de T4. Autres genres de revenus, comme les revenus de REER, la PUJ, pension alimentaire. Mais il y a des variables pour lesquelles on va avoir de l'information continue, puis il y en a d'autres que ça va être comme la fin, un peu comme les pensions alimentaires, vu que les réglementations ont changé du point de vue des impôts. Rarement à notre avantage, mais il y a des changements au niveau des impôts. Et pour le fichier d'établissement des immigrants, ça a de l'information comme l'année d'admission, les années d'études, connaissances, la catégorie d'immigration aussi, très intéressant,
l'état matrimonial. Ça, c'est tous des trucs qu'on va tenter de valider, là. Donc, on a un petit peu de travail à faire de ce côté-là, mais quand même, c'est très intéressant. Voici comment se présentent les informations nominales recueillies de l'EGID 2011, c'est-à-dire que c'est l'information dès le premier contact par l'intervieweur. On demande nom, prénom de chacun des gens dans le ménage, âge, état matrimonial, saison 15 ans et plus. Et après ça, on fait la sélection du répondant, l'heureux chanceux qui va être obligé de participer, pas obligé, non, qui va participer à l'enquête sociale générale 2011. C'est vraiment le portrait de 2011. On voit que les gens qui donnent le nom et le prénom, il y a quand même le tiers, ce qui est bien. Les gens qui donnent juste le prénom, il y en a 60 %. Ça donne une idée. Et après ça, un peu moins qui donnent 10 11 % qui vont nous dire Madame X ou femme 1, femme 2, homme 2, homme 3. Si on devait faire le même portrait pour l'enquête de 2017, qui n'est pas tout à fait complétée, là, on a à peine 5 mois de collecte, c'est complètement différent parce que maintenant, on sait qu'on fait un couplage avec l'année précédente, dont on demande aux intervieweurs d'insister sur le nom et le prénom. Fait que si on devait faire le même portrait en 2017, catégorie 1 et 2 seraient inversées. Ce qui rend aussi le couplage un peu plus stable, mais on va voir plus tard, pas tant. Donc, ça donne une idée des 22 435 répondants de 2011. Pour effectuer le couplage, là, j'ai l'air bien connaissante, mais c'est les méthodologistes qui ont fait leur magie. Ça s'est fait en 2 étapes. La première qui est déterministe, qui est un peu plus rigide puis rigoureuse comme méthode, où c'est l'établissement des correspondances, c'est-à-dire entre l'identificateur unique du répondant de l'ESG, soit Case ID ou Rec ID, pour trouver un numéro d'assurance sociale. Fait que là, on a des critères très, très rigoureux où ça correspond ou ça ne correspond pas. Il n'y a pas de flexibilité. C'est la première étape. La raison pour laquelle c'est la première étape et est rigide, c'est qu'on sait qu'on ne fait pas un couplage avec l'année précédente. On va faire un couplage jusqu'à 1982. Fait qu'on veut s'assurer qu'on a vraiment la bonne personne. On ne peut pas faire ça au hasard. Et puis, la deuxième méthode qui est Mix Match, qui est une méthode probabiliste, c'est surtout un logiciel dans lequel on établit un petit peu nos critères, on peut personnaliser pour tenter d'établir, oui, est-ce qu'il s'agit d'une correspondance ou non. On accepte, par exemple, des fautes de frappe. Je vais donner des exemples après. Ou quand c'est la phonétique, parce que c'est une entrevue au téléphone, donc il y a des lettres parfois qui sont très semblables, où il y a des personnes, des fois, que le français, ce n'est pas leur première langue, l'anglais, ce n'est pas leur deuxième non plus, donc des fois, la prononciation peut être très différente. Donc, il faut être un peu plus permissif. Et aussi, on peut décider qu'est-ce qui est manquant. Est-ce qu'on peut se permettre d'accepter une correspondance, même si une information qu'on voudrait vraiment avoir est manquante. Donc, je vais avoir un peu plus de détails sur la méthode déterministe. En gros, j'ai fait la liste des 6 variables tantôt qu'on voulait vraiment regarder. On a commencé avec une combinaison à 5 variables, soit date de naissance. Le sexe, on était très sévère là-dessus, il fallait que le sexe corresponde exactement. Parce qu'on savait aussi qu'on voulait faire des études basées sur le sexe. Donc, c'est quand même de base que ce soit une femme dans les 2 bases de données. Donc, par exemple, date de naissance, sexe, code postal, nom et prénom. Fait que quand ces 5 informations-là sont identiques dans les 2 fichiers, on se dit, il y a une correspondance, on le met dans le accepter, puis on passe à une prochaine vérification. Donc, d'autres exemples, c'est année de naissance, sexe, code postal, nom, prénom. On inverse un peu l'information, là. Donc, code postal, téléphone. En autant qu'on en a 5 de ces 6-là, on se dit, c'est une correspondance. Il y a aussi les combinaisons à 4 variables. Par exemple, date de naissance, sexe, téléphone, prénom. Là, le nom de famille, il n'était pas là ou il était différent. On l'accepte quand même. On se dit, il y a des bonnes chances. En fait, on n'est pas mal sûr que c'est la même personne. Et on s'est arrêté à une combinaison de 3. C'est vraiment le minimum qu'on peut accepter. Il fallait qu'il y ait l'année ou la date de naissance exacte dans les 2 fichiers, le sexe, aussi le code postal ou le numéro de téléphone. Quand il y a une de ces 3, les 3, selon la combinaison est bonne, on se dit qu'il y a une correspondance. Pour vous donner un exemple, ici, dans cet exemple-là, on veut faire correspondre prénom, sexe, année de naissance et code postal. Donc, en orange, on a, par exemple, Joe, ça c'est ce que exactement le répondant nous aurait dit. Joe S, qui est un homme, né en 94, code postal V2M1Y6, pardon.
je suis bilingue, ça n'a pas d'allure, avec un numéro de téléphone 250 quelque chose. Puis quand on regarde dans le fichier T1FF, on voit un Joe Savoie, homme 94, avec le même code postal, mais pas de numéro de téléphone. Mais comme on cherchait à faire correspondre prénom, sexe, année, naissance, code postal, c'est pas grave si le dernier nom, il n'est pas là. On juge qu'il y a suffisamment de correspondance pour dire oui, on parle vraiment de la même personne. Dans le deuxième exemple, c'est le contraire. Là, on voit Vanessa, vous allez dire c'est évident, c'est la même chose, mais c'est plus dans l'étape mix match qu'on va accepter ce genre de différence-là. Même chose pour Boulet. Il y a souvent, les intervieweurs vont confirmer un peu comment ça s'écrit le nom, puis des fois non. Tu sais, c'est à eux autres de juger si oui ou non la personne est réticente, là. Dans ce cas-ci, l'année de naissance est bonne, le numéro de téléphone est différent, puis nom et prénom sont différents. Donc, pour cette combinaison-là, ce cas-là ne serait pas accepté. Il n'est pas immédiatement refusé. Il passe à d'autres combinaisons ou encore à la prochaine étape du mix match. Là, c'est un exemple de mix match. La même information, on voudrait faire correspondre prénom, sexe, année de naissance et code postal. Donc, on voit ici qu'on a toujours le même Joe S, mais le code postal est légèrement différent. On voit qu'il y a un M, puis l'autre, c'est un N. Mais au téléphone, c'est vraiment, vraiment semblable. Sauf que malheureusement, comme on voulait que l'année corresponde, on ne peut pas accepter ce cas-là. Il y a une limite à ce qu'on veut accepter puis pas accepter. Par exemple, dans le deuxième cas, parmi nos critères, on a mis des fautes de frappe. C'est sûr qu'on les regarde un peu plus manuellement. On voit bien que Vanessa Boulet, avec la même année de naissance, même code postal, c'est pas mal la même personne. Donc, pour le deuxième exemple, on accepte, on en conclut qu'il y a correspondance. Quel est le taux de couplage? Une fois qu'on a fini l'exercice, là, vous allez voir, il y a 2 étapes déterministes, 2 étapes mix-match. Vous pouvez en faire abstraction, c'est vraiment les méthodologistes qui voient une différence. Dans la méthode 1, c'est des informations, je pense que c'est des numéros d'assurance sociale pris d'une liste préétablie avec laquelle ils travaillent régulièrement. Puis la 2, c'est une autre liste externe où ils vont puiser d'autres informations, mais reste que c'est tout bon, là. On voit qu'il y a un gros 60% où il y a eu correspondance à déterminer. C'est la méthode la plus sévère. Après ça, on a fait un gain de 6% avec la deuxième étape de déterministe. Encore une fois, de l'information très sévère. Donc, c'est excellent. Et avec Mix-Match, on a réussi à ajouter un bon 25-26% de plus de correspondance. Donc, le taux de couplage, on établit à 91,22, ce qui est vraiment plus élevé que ce qu'on s'attendait, mais on est vraiment content de ce résultat-là. Donc, pour 20 465 répondants, on a correspondance. Là, je vais vous montrer, pour ceux qui sont un peu plus visuels, comment on a procédé, hein. Donc, on a commencé avec 22 435 répondants. Avec la méthode déterministe 1, déjà, on avait à peu près 13 400 répondants aux correspondances parfaites. Il en restait déjà à peine 9 000 pour les prochaines étapes. Donc, il y en a quand même près de 1300 pour la deuxième étape. Ça nous laissait 7 700. Après ça, on a réussi à trouver une correspondance pour 4 900 avec le mix match d'étape 1 et un gain de presque 905 avec le mix match, ce qui fait que 1970 répondants pour lesquels on n'a pas trouvé, on n'est pas assez sûr de la correspondance, donc on préfère les mettre pas dans les rejets, mais dans les non-correspondances. Non, on ne pense pas faire d'imputation, mais ça peut être quelque chose de discuté, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les plans. Ce qu'on prévoit faire, c'est une repondération, par contre. On n'aura pas le choix parce qu'on n'impute pas. C'est pour vous donner une idée de la qualité du couplage qui est établi. Là, c'est juste parce qu'on voulait faire une échelle par curiosité, mais il ne faut pas voir qu'il n'y a pas une grosse différence entre excellent et bon, dans le fond. C'était juste pour notre plaisir de voir que dans le fond, il y a 83% où c'est vraiment excellent, là. On est 110% sûr que c'est la même personne. Ce n'est pas une variable, par exemple, qu'on va ajouter au fichier final parce qu'on a la crainte que les gens vont penser que bon, c'est pas bon, puis ils vont utiliser juste le excellent, quand dans le fond, excellent, très bon, puis bon, c'est tout excellent, dans le fond. C'était juste parce qu'on voulait voir un petit peu où on allait avec ce fichier-là, mais ne pas vous inquiéter, c'est tout excellent.
où nous en sommes avec ce fichier-là, parce que contrairement à toutes les présentations de ce matin, nous, on n'a pas terminé. C'est un work in progress. Donc, pour trouver l'appariement du numéro d'assurance sociale avec l'identificateur de l'ESG, c'était fait en avril. Donc, c'est complété. Le fichier passe au prochain groupe. Le prochain groupe va tenter d'ajouter les variables fiscales au fichier de l'ESG 2011, ainsi que les variables de la BEDIM, comme j'expliquais plus tôt. On va également faire un rapport de qualité, ce qui est un peu voir c'est quoi le taux de couplage par province, par sexe, etc., juste pour voir un peu quelle en est la qualité pour faire des sous-ensembles. Ça, on prévoit faire ça au mois d'août. Même chose pour la pondération, on va ajouter ça quelque part en août. Ensuite, on va passer à la validation du contenu. C'est un projet pilote. Donc, le fichier, ça va nous aider à établir des règles de confidentialité parce que pour le moment, il n'y a pas d'autres fichiers qui existent de comparables de l'ESG. Donc, c'est une première pour nous. Fait qu'il faut travailler avec le fichier pour voir qu'est-ce qui est le minimum acceptable par cellule, l'information du genre. Il faut créer aussi un petit dictionnaire de données. Ça, on prévoit faire ça quelque part entre septembre et décembre. Si tout va bien en décembre, peut-être qu'on va être prêt parce que, tu sais, il faut se dire, on est en pleine collecte, là, avec 2017. Fait que disons que ce projet-là est passé en deuxième pour Statistique Canada, là, mais dans mon cœur, il est en premier. Là. Puis, pour finalement faire un fichier analytique final qu'on aimerait bien rendre disponible à l'ensemble du réseau des CDR. En 2018, on aimerait ça. Peut-être plus mi-2018. J'aimerais ça dire janvier, là, mais je pense pas que je peux m'avancer à ce point-là. Là. Puis, en gros, c'est tout. Des questions?